Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 histoires, des histoires vraies, qui ont malheureusement toutes une fin tragique. Je tiens à préciser que le point commun de toutes ces histoires, ce sera la mort. Donc si jamais vous êtes un petit peu sensible, je vous invite à quitter la vidéo, on ne sait jamais. Pour ceux qui souhaitent rester, j'espère que cette vidéo vous intéressera. Vous allez voir ici plusieurs faits divers. J'espère que vous vous êtes bien installé, que vous êtes prêt à écouter en ma compagnie ces différentes histoires. Et si c'est le cas, commençons par la première. Voici Alex Jackson, un jeune homme né en 1996 dans l'Illinois. C'était un jeune homme qui était attentionné, gentil, toujours le sourire aux lèvres, pétillant, très impliqué dans la protection de l'environnement, au point qu'après ses études au lycée, il a décidé de se spécialiser lors de ses études supérieures dans ce domaine-là. C'est pendant ses études supérieures à l'université que Alex a fait son coming out, qu'il a révélé à ses proches qu'il était homosexuel, et il a ensuite déménagé chez sa tante à Indianapolis. C'est en juillet 2017 que là, il a pris son envol de lui-même en emménageant dans son propre appartement. Mais malheureusement, en prenant son envol, la vie d'Alex a pris un tournant majeur. Ses proches disent que c'est à ce moment-là que tout a dégénéré. Il a arrêté de suivre ses études, il a quitté son emploi et il a commencé à fréquenter les mauvaises personnes. Le 13 septembre 2019, aux alentours des 15 heures, le 911 est contacté. Une femme témoigne d'une odeur nauséabonde depuis quelques jours. Et en voulant suivre cette odeur pour en découvrir la provenance, elle s'est rendue compte qu'en réalité, elle venait d'un corps sans vie. Le corps était non loin de la clôture de sa propriété, déjà en état de décomposition. La même personne qui a appelé déclare qu'elle avait entendu, aux alentours du 9 septembre, vers 4h30, des coups de feu. La police est donc rendue immédiatement sur place, et pour les enquêteurs, c'est déjà très clair. La victime a reçu une balle dans la tête. Une des poches de son pantalon a été arrachée, et sur le corps, on ne trouve rien qui ne permet une quelconque identification. Pas de téléphone, pas de portefeuille, pas de carte d'identité, donc pour le moment, on ne sait pas encore qui est cette personne qui a été retrouvée. L'analyse de la scène continue, des douilles sont retrouvées, douilles qui semblent indiquer que l'arme du crime, l'arme utilisée pour abattre la personne retrouvée, est un Glock. Il y a également des traces de sang, ici et là, ce qui laisse penser aux enquêteurs que la victime essayait de fuir, peut-être même d'escalader la clôture de la personne qui a appelé le 911 au moment où on a mis fin à ses jours. Pour en apprendre plus, le corps est donc emmené chez un médecin légiste. L'autopsie a été réalisée et cette opération a permis d'indiquer que le corps était celui d'un homme âgé d'environ 20 ans et de plus, la seule balle qui a été tirée dans la tête de la victime lui a été fatale. C'est en récupérant les empreintes digitales du corps qu'on a pu identifier le corps comme étant celui d'Alex Jackson. La famille est prévenue et donc ses proches sont interrogés. Et c'est là qu'il va y avoir une révélation, c'est que Alex fréquentait des personnes assez louches. Il avait des problèmes avec eux. Déjà, il avait quitté son appartement à cause d'une fuite d'eau, donc il logeait chez un de ses nouveaux amis, une de ses soi-disant mauvaises fréquentations. Autre élément important qui est ressorti au cours de l'enquête, la victime avait loué une voiture de location qu'il devait restituer le 10 septembre. Voiture qui n'a pas été rendue, donc un avis de recherche a été lancé pour le fameux véhicule. Peut-être que la personne qui a causé la fin tragique du jeune homme conduit le véhicule qu'il avait au préalable loué. La nouvelle du décès du jeune homme fait le tour de la presse et en voyant un des articles en parlant dans le journal, un ami d'Alex Jackson contacte la police pour informer les enquêteurs qu'il était au fait d'une querelle entre Alex et un autre homme du nom de Chad. Autre élément, il y avait des publications sur les réseaux sociaux assez étranges vis-à-vis de notre victime. Quelqu'un a fait un post disant qu'Alex volait les morts et ce post a été créé après le décès d'Alex. Donc la police a réussi à retrouver la personne qui faisait cette fameuse publication. Cette personne a été interrogée et il se trouve que c'était un ami d'Alex qui avait créé ce message. Pourquoi? Eh bien en fait, le 6 septembre, Alex et ce fameux ami qui a fait la publication ont fait une soirée ensemble. Ils ont consommé pas mal de substances à la limite de l'overdose et à son réveil,
cet ami a remarqué qu'il lui manquait de l'argent. Donc il a accusé Alex qui n'était plus là, mais qui avait fait une soirée avec lui. Et donc cette fameuse expression de Alex voler les morts, eh bien voulait dire qu'en gros il voulait les personnes qui n'étaient pas en état conscient, qui étaient endormis ou complètement à l'ouest. Cet ami en question a rapidement été éloigné des suspects, on aurait pu se dire qu'il y avait là un mobile de vengeance, mais ce n'était pas le cas car son téléphone a permis de le localiser à un endroit assez éloigné de là où le corps a été retrouvé. Donc bien que là on retombe sur un mur dans l'enquête, il semblerait que cet ami ait réussi à offrir une autre piste aux enquêteurs. Effectivement, l'ami qui est maintenant innocenté conseille à la police de se renseigner auprès d'une très bonne amie d'Alex qu'il considère même comme une grande sœur, Britney Overton. La police s'exécute et les enquêteurs vont donc parler à cette fameuse Britney. Elle n'était pas du tout au courant visiblement du décès de son ami, c'est la police qui lui a appris la triste nouvelle et elle a avoué que elle et Alex étaient de très bons amis depuis 1 an et qu'ils avaient même pour ambition de prendre un appartement tous les deux. La police a donc continué l'interrogatoire demandant à quel moment elle a vu pour la dernière fois notre victime et elle a dit que c'était le 8 septembre, elle était dans le véhicule qu'Alex avait loué et qu'il conduisait. Vers 23h, Alex l'a ramené chez elle et lui a dit qu'il avait un rendez-vous amoureux. Il devait rencontrer quelqu'un, un individu, qu'il avait connu via une application de rencontre, l'application Grindr. En gros, le Tinder pour les personnes qui souhaitent rencontrer des gens du même sexe. Donc peut-être qu'on aurait là encore une fois des réponses à ce mystère qui fait face aux enquêteurs. Un rendez-vous amoureux qui aurait mal tourné. Donc pensant à cette éventualité, les enquêteurs ont réussi à avoir un mandat pour accéder aux données du compte Grindr d'Alex, mais malheureusement, ça n'a mené nulle part. Donc là, la police manque de pistes à explorer. Mais, un peu comme un coup de miracle, le véhicule qu'Alex avait loué a été retrouvé. Quelques jours après seulement, la fouille du compte d'application de rencontre d'Alex. La voiture était accidentée, elle a été abandonnée dans une rue, comme si la personne qui l'avait conduite avait simplement laissé le véhicule ici. Et à l'intérieur, la police a fait quelques découvertes. Il y avait des clés, des cigarettes, la radio avait été retirée, et justement, c'est à l'emplacement de la radio que la police a pu retrouver des empreintes digitales. Malheureusement, ça ne donne rien. Donc l'enquête stagne pendant maintenant quelques semaines. Mais un appel va tout changer. La police reçoit un appel téléphonique d'une grand-mère qui semble assez inquiète. Elle dit que son petit-fils, Justin Blake, a avoué avoir tiré sur Alex. La grand-mère ne savait pas qui était ce Alex. Son petit-fils Justin lui a juste dit avoir tiré sur quelqu'un nommé Alex, mais elle n'a pas du tout fait le lien avec Alex Jackson. Ce n'est qu'un peu après que Justin a montré l'article de journal parlant d'Alex Jackson, et c'est là qu'elle a fait le lien. La grand-mère a appelé la police parce qu'elle était inquiète, parce que Justin avait une vie plutôt tumultueuse, il avait déjà volé une camionnette, ce qui lui avait causé pas mal d'ennuis. Et bien que ce jeune homme avait disparu, il est retrouvé en octobre 2019 parce qu'il s'est fait arrêter pour vol. Donc la police, celle qui était en charge de l'enquête de la mort d'Alex Jackson, était assez pressée de lui parler, donc ils se sont empressés de se rendre là où il avait été arrêté pour lui parler de certaines choses. Justin Blake est donc interrogé et il avoue avoir déjà rencontré Alex Jackson. Il a dit qu'il ne l'avait vu que 2 fois et la police, pour essayer de lui faire avouer potentiellement sa culpabilité dans cette affaire, dit qu'ils ont reçu un appel anonyme, pas si anonyme que ça vu que c'est la grand-mère, de quelqu'un disant qu'effectivement il avait tiré sur Alex. Lui a dit que c'était n'importe quoi, que lui avait rien à voir dans la mort de notre victime. D'ailleurs, rappelez-vous, Alex apparemment devait rencontrer quelqu'un avec qui il avait matché sur une application de rencontre, mais Justin, lui, dit qu'il a rencontré Alex Jackson par l'intermédiaire de sa petite amie. Et le nom de cette petite amie est un nom que nous avons déjà entendu. C'était Britney Overton, la soi-disant grande sœur de cœur d'Alex Jackson. Par contre, sa version colle à ce qu'a pu dire Britney. Il dit qu'il avait passé la journée avec Alex et Britney jusqu'à 23h et qu'à 23h, Alex est parti pour faire son rendez-vous. Donc il semblerait qu'il est bien quelqu'un qu'Alex a rencontré via une application, mais ce n'est pas Justin. Mais pourquoi Britney d'ailleurs n'a pas mentionné le fait que Justin était là quand elle a parlé de la dernière fois où elle avait vu Alex? Aurait-elle peut-être quelque chose à cacher? Quoi qu'il en soit, Justin, lui, nie totalement son implication dans la mort d'Alex. Il y avait peut-être un dernier espoir pour les enquêteurs de le lier à l'affaire, c'est que dans la camionnette qu'il avait volé, le vol qui a fait qu'il a été arrêté, il y avait une arme, sauf que l'arme ne correspondait pas à celle qui aurait été utilisée pour abattre Alex. Du coup, marche arrière pour la police. Ils n'ont toujours pas vraiment de suspect qui semble évident. Mais
ils ont envie de creuser par rapport à quelques doutes qu'ils ont pu avoir. Doutes par rapport au fait que Britney n'a jamais dit qu'elle était en compagnie de son petit ami quand elle a vu Alex pour la dernière fois. Donc, la police creuse un peu plus vers elle. Ils arrivent à avoir un mandat de perquisition pour pouvoir fouiller sur les réseaux sociaux de Britney et ils trouvent des éléments assez intéressants. Ils ont eu complètement raison de le faire. La police découvre des conversations entre Britney et certains de ses amis qui montrent qu'elle avait pour ambition d'acheter une arme à feu. L'analyse de son téléphone a permis également de voir qu'elle se trouvait près de l'endroit où a été retrouvé Alex le jour de sa mort et à l'heure de sa mort. Et étonnamment, 15 minutes après l'heure où les coups de feu ont été entendus par la personne qui a appelé le 911, celle qui a fait que tout a commencé, Britney a supprimé Alex de ses amis sur les réseaux. Bizarre. La police commence à voir l'image du crime se dessiner devant ses yeux. Peut-être qu'il n'y a pas déjà qu'un coupable, mais plusieurs. Donc on décide de faire des tests par rapport aux fameuses empreintes digitales qui ont été retrouvées sur le poste de radio dans la voiture de location et également sur les clés qui avaient été laissées là. Et bien on fait une comparaison avec les empreintes digitales de Britney et de Justin. Et bingo. Sur le poste de radio, on a retrouvé les empreintes de Justin et sur les clés, celles de Britney. Donc à la date du 3 octobre 2020, le couple est arrêté. Le couple nie toujours son implication dans la mort d'Alex, mais finalement, suite à des preuves irréfutables montrées devant ses yeux, notamment des enregistrements téléphoniques, Britney déclare la vérité. Elle a dit que le 8 septembre, Alex est venu la chercher avec sa voiture de location. Ils ont fait un tour et un peu plus tard, ils sont allés chercher Justin Blake dans la nuit. Et alors que les trois compères étaient tranquillement en train de vaquer à leurs occupations, Britney a eu une idée. Elle a proposé aux hommes l'accompagnant de se faire de l'argent facilement. Par quel moyen? Par justement l'application de rencontre. Le but était en soi de piéger quelqu'un via l'application Grindr. Concrètement, Alex devait organiser un rendez-vous avec quelqu'un sur l'application et ensuite, à l'aide d'une arme à feu, l'homme allait être dépouillé. Dans un premier temps, tout le monde est plutôt ok. Le rendez-vous s'organise rapidement et donc c'est Alex et Justin qui s'occupaient de dépouiller leur victime pendant que Britney, elle, attendait dans la voiture. Alex a pris peur pendant justement l'agression parce qu'il ne pensait pas que ça allait être une agression violente et physique. Il pensait que ça allait être simplement de l'intimidation. Alors que Justin, lui, vraiment avait une attitude physiquement violente envers la personne qui était dépouillée. Donc une fois le méfait accompli, tout le monde était de retour dans la voiture et Alex n'était pas bien du tout. Et ça, c'est quelque chose qui a été remarqué par Britney et Justin. Et voyant cela, ils pensaient tous les deux qu'Alex allait les dénoncer. Ce que Britney a déclaré, c'est que Justin aurait pointé son arme à feu sur la tête d'Alex et lui a dit de s'arrêter. Il l'aurait fait sortir du véhicule et Britney, elle, n'a pas vu ce qui s'est passé. La seule chose qu'elle a entendue, par contre, ce sont les fameux coups de feu. Elle a également entendu les cris d'Alex et après ça, Justin est revenu seul et il a déposé ensuite Britney chez elle en menaçant de la tuer si elle disait quoi que ce soit. Après cela, Justin Blake est parti avec la voiture de location de son côté. C'est ce qui semble être arrivé. Mais avons-nous là vraiment la vérité? Nous avons la version de Britney, mais la police est au fait qu'en réalité, elle ment sur un point. Elle n'était pas du tout intimidée par Justin Blake. C'est d'ailleurs bien tout le contraire, car elle a continué de le fréquenter tout à fait normalement dans les jours qui ont suivi. D'ailleurs, il s'amusait à pas mal boire en conduisant la voiture de location qu'avait louée Alex, et c'est justement en état d'ébriété qu'ils ont eu le fameux accident qui a permis de retrouver le véhicule par la suite. Finalement, au cours du procès, Justin Blake a été accusé de meurtre, de vol. Britney, elle, n'ayant pas participé au vol, a été accusée de meurtre. Et finalement, Justin, lui, a été reconnu coupable et condamné à 61 ans de prison. Britney, elle, de par le témoignage qu'elle a réalisé, a vu sa peine être allégée. Elle a été condamnée à 20 ans de prison. Cette remise de peine est due aussi au fait que la charge de meurtre a été abandonnée et on a remplacé cette charge-là par celle d'un vol ayant entraîné des blessures corporelles. Fort heureusement, au bout de cette affaire, ceux qui ont mis fin à la vie d'Alex ont été arrêtés, mais malheureusement, cela ne ramènera pas un jeune homme qui avait en lui de grandes ambitions. Voici Shirley Pierce, une femme décrite comme étant généreuse, chaleureuse, le sourire aux lèvres constamment. Elle avait une fille, née lors d'un mariage qui s'est terminé en 1981. Et après le divorce, Shirley a travaillé en tant qu'assistante au sein d'une entreprise appelée Tuscarora Yarns. C'est pendant son travail qu'elle a rencontré un homme, Ervin Johnson, qui était
Pas le dirigeant de la compagnie, mais un haut gradé, si on peut dire ça comme ça. Ce fameux Erwin, l'homme que Shirley a rencontré, était marié à une femme du nom de Marlène. Sauf que, les choses pouvant arriver ainsi, le mariage entre Erwin et Marlène s'est terminé et Marlène accusait Shirley d'être responsable de la fin du mariage entre elle et Erwin, alors que Shirley, elle, n'était en fait pas du tout intéressée par Erwin. Néanmoins, en 2006, Marlène, elle, devenait obsédée par Shirley. Pour elle, Erwin avait une relation avec elle et elle voulait lui faire payer le fait que son mariage ait échoué. Shirley, pourtant, elle fréquentait un autre homme, Chuck Reeves. Elle est sortie avec lui pendant de nombreuses années, ils se sont même fiancés, mais tous ces événements n'ont pas empêché Marlène de penser que Shirley était intéressée par Erwin. Donc évidemment, ça a créé d'énormes conflits. Par exemple, lors d'une soirée caritative, Marlène a giflé Shirley, l'accusant d'entretenir une relation avec Erwin. Cet événement a obligé Shirley à demander une ordonnance restrictive à l'encontre de Marlène. Et 2 ans après cet événement, Marlène a rencontré un homme en ligne qu'elle a commencé à fréquenter. Donc on pourrait se dire que là, la page va être tournée. Mais pas du tout. Elle était toujours aussi obsédée par son ex-mari. C'est pour dire, elle fréquente quelqu'un, mais ça ne l'empêche pas de l'espionner, d'être garée devant le nouveau domicile d'Erwin et de surveiller ses allées et venues, de créer un mécanisme sur une des fenêtres pour pouvoir rentrer dans le domicile quand elle le souhaite. Et même une fois, elle s'est introduite chez Erwin et l'a menacé d'une arme à feu. Mais Erwin a réussi, heureusement, à s'enfuir et il est allé voir la police pour demander une ordonnance restrictive également lui aussi, à l'encontre de Marlène. Shirley, elle aussi, n'a pas été épargnée. Marlène l'appelait, mais elle ne disait rien. Elle raccrochait dès que Shirley décrochait le téléphone. Une autre fois, Marlène a agressé Shirley alors qu'elle sortait d'un restaurant. Et c'est le 23 juillet 2013 que tout a dégénéré. Au matin, Marlène est entrée par effraction au domicile de Shirley et l'a assassinée. Elle a fait preuve d'une violence indescriptible. Elle lui a mis un premier coup de couteau au niveau de la gorge qui lui a été fatal. Et même après que Shirley ait perdu la vie, Marlène a continué de frapper son corps avec son couteau. Elle s'est tellement déchaînée que le couteau s'est brisé. Après avoir commis son acte atroce, Marlène a organisé un vol au domicile de la victime. Plus tard, Chuck Reeves, le fiancé de Shirley, est rentré au domicile qu'il occupait avec celle qu'il aimait et évidemment il est tombé devant l'horrible spectacle. Il a tout de suite appelé la police qui est intervenue séance tenante. Et pour la police, pas de doute, la personne qui a assassiné Shirley a mis en scène un cambriolage pour essayer de masquer le crime en lui-même et donc de faire passer ce crime atroce pour un cambriolage qui aurait mal tourné. Évidemment, suite à tous les événements que je vous ai décrits juste avant le terrible matin du 23 juillet 2013, la police a déjà en tête quelqu'un qui pourrait probablement être responsable de ce qui s'est passé. Et ce quelqu'un, c'est évidemment Marlène. D'ailleurs, on a retrouvé son ADN sur la scène de crime. Et donc le 24 juillet, le lendemain de la découverte du corps, en soit de la date du crime, Marlène a été arrêtée et accusée de meurtre au premier degré. Elle a été jugée et condamnée à la prison à perpétuité. C'est une histoire absolument folle parce qu'on a là quelqu'un qui a commis un crime sans réel mobile. Je ne dis pas que si jamais Shirley avait réellement eu une liaison avec Erwin, Marlène aurait eu raison de faire ce qu'elle aurait fait. Pas du tout. Mais on aurait eu un mobile cohérent et elle aurait été incriminée comme elle a été incriminée là. Mais dans notre cas, elle s'est prise à quelqu'un qui n'avait rien à voir, qui n'était en fait que la victime de la paranoïa de Marlène. Et c'est ça que je trouve absolument fou. Quelqu'un qui n'a rien demandé, qui n'était mêlé à absolument aucune histoire, qui se retrouve assassiné dans une violence inimaginable à cause de la paranoïa, de la folie, clairement, de quelqu'un d'autre. Henri Canova était un homme qui avait vécu une grande histoire. Il était né en Italie, il avait déménagé dans le Wyoming, un état à l'ouest des États-Unis. Il s'est donc intégré à son nouveau pays très rapidement, il a dû apprendre à parler anglais. C'est à l'âge de 18 ans qu'il s'est engagé dans la marine et pendant son service, il a rencontré sa première femme. Avec elle, il s'est installé en Californie, il a vécu une vie plutôt heureuse, il a eu des enfants. Et après son service à la marine, Henri s'est reconverti en tant que vendeur de voitures. C'était un vendeur très compétent. Il adorait parler aux gens, il savait capter leur attention, les comprendre. Donc il est rapidement devenu un excellent vendeur de voitures. Et en 1972, finalement, le mariage d'Henri et de sa première femme
s'est achevé. Henry a voulu reconstruire sa vie, il a donc déménagé en Floride et il a repris là-bas un nouvel emploi, toujours de vendeur de voitures, et encore une fois, il était très compétent. C'est pendant qu'il exerçait son métier qu'il a rencontré une femme, Janet Scott, à qui il vendait une voiture, mais entre eux, il y a eu une excellente entente. Donc, au-delà de la vente de voitures, Janet et Henry ont commencé à se fréquenter et à sortir ensemble. La relation se passant plutôt bien, Henry a déménagé de son domicile pour s'installer avec Janet à Mirror Lake. Le couple vivait heureux jusqu'au 20 juin 1997. Janet, en pleine nuit à 3h43 du matin, s'est précipitée chez les voisins. Elle pouvait à peine parler, mais elle a dit qu'elle avait été battue, qu'elle avait été attaquée. Le 911 a été appelé et il semblerait que Janet, elle, était en sécurité chez les voisins, mais que Henry, lui, était toujours à la maison. Janet a été emmenée par les voisins à l'hôpital pendant que la police, elle, venait au domicile pour voir ce qu'il en était de Henry. Quand la police est arrivée, ils ont retrouvé l'homme âgé de 76 ans, allongé dans son lit, sans vie. Il avait été étranglé avec une ceinture. Tout semblait montrer que dans la chambre, il y avait eu de la violence. Il y avait sur le sol un oreiller ensanglanté avec une empreinte de chaussure dessus. Du côté qu'on suppose celui de Janet, il y avait une mare de sang. On présume qu'elle a réussi à sortir du lit, qu'elle est tombée face contre le sol pour s'enfuir chez les voisins. Il est probable que la personne responsable de cette scène atroce pensait que Henry et Janet étaient décédés. De plus, les enquêteurs ont l'impression que c'est un acte prémédité qui a été réalisé là. Les lignes téléphoniques avaient été coupées, un gant en latex avait été laissé sur place. Les enquêteurs se rendent compte, en analysant le domicile, que l'action qui était recherchée ici était bien le meurtre et pas le vol, car rien du tout n'a été dérobé. Pas d'argent, ni de carte de crédit. La fouille de la maison a également montré que la porte arrière du domicile qui donnait sur un lac était grande ouverte. Et en fouillant la propriété, par contre, là les enquêteurs ont retrouvé une cigarette qui a dû être laissée là au moment de l'agression. La nouvelle de ce qui s'est passé pendant cette fameuse nuit au petit matin, c'est le tour de la région. Personne n'avait rien vu, personne n'avait rien entendu de suspect, tout le monde était très désolé pour Janet qu'elle ait perdu l'homme qu'elle aimait, Henry, et tout le monde était même d'ailleurs assez attristé pour Henry lui-même car il était très apprécié par la communauté. Donc pour les enquêteurs, le seul moyen d'en apprendre un peu plus, c'est de parler avec Janet. Mais c'est quelque chose qui s'avère être très compliqué car en se rendant à l'hôpital, ils apprennent que la trachée de la victime avait été écrasée pendant l'attaque, ce qui l'empêchait de parler. Donc, ayant peur que peut-être la personne responsable de tout cela ne revienne finir ce qu'il a commencé, un officier de police est placé auprès de Janet pour la protéger. Maintenant qu'Henry est décédé, son enterrement est organisé, donc ses enfants ont été prévenus, ils sont venus là où était son corps pour honorer leur père, lui rendre un dernier hommage au moment de l'enterrement. La police en a profité pour les interroger et ils ont une théorie. La théorie, c'est que peut-être l'un des enfants voulait l'héritage du père. Effectivement, les enfants savaient qu'il avait de l'argent. Combien, ça par contre, ils l'ignoraient. Ce qui permet aussi d'alimenter cette théorie, c'est que bien que les enfants n'avaient pas d'animosité envers leur père, eh bien, ils n'étaient pas non plus très proches, ils ne parlaient pas vraiment. Quoi qu'il en soit, on leur a fait passer un test au détecteur de mensonges, test qui a été non concluant, donc on a rapidement éloigné les enfants d'Henry de la liste des suspects. Donc, maintenant que l'entourage proche de la victime a été interrogé, que ça n'a rien donné, on élargit justement le cercle des proches de Henry. Donc on va s'intéresser aux personnes qu'il fréquentait au travail. Les collègues d'Henry sont interrogés par la police et une information intéressante ressort. Il semblerait qu'il était pas en conflit mais en concurrence avec un vendeur de voitures plus jeune que lui, vendeur nommé Frank. Il y avait une compétition entre eux par rapport à la vente de voitures et tous les deux se battaient pour être à la première place. Cette compétition a pris un peu d'ampleur car ça a entraîné une querelle verbale entre Henry et Frank lors d'un événement, justement une sorte de compétition de vente de voitures. Frank a été interrogé par la police et il a avoué qu'en réalité, lui et Henry étaient amis, que la compétition qu'il y avait justement au sein de leur entreprise de vente de voitures n'en était pas réellement une. Ça n'entachait pas le côté personnel de l'un et l'autre. Certes, il y avait ce petit jeu de compétition entre les deux, mais au-delà de ça, les deux s'appréciaient. On a donc remis à Frank sur la table
cette histoire d'événement, cette querelle verbale pendant un événement professionnel. Et là, Frank a admis que oui, il a bien eu une querelle à ce moment-là, mais c'est parce qu'Henry a sorti un argument qui, effectivement, a blessé Frank. Frank est passé au détecteur de mensonges, encore une fois, rien à déclarer, et il a également coopéré avec la police et a donné son ADN pour le comparer à l'ADN retrouvé sur la cigarette qui elle-même avait été retrouvée sur la propriété. L'ADN ne correspondait pas, donc on a pu éloigner Frank de la liste des suspects. De nouveau, la police patine quelque peu dans l'enquête. Mais là, cette fois-ci, le temps ayant un peu passé, environ d'une semaine après les événements atroces, Janet va un peu mieux. Elle ne peut pas parler, mais elle s'est suffisamment remise pour pouvoir écrire. Elle a donc déclaré qu'au moment des faits, elle s'était réveillée vers les alentours des 3 heures. Elle s'est réveillée parce qu'elle a senti qu'en fait, quelqu'un effectuait une pression au niveau de ses cuisses. Elle a frappé la personne qui la maintenait et lui a dit de s'en aller. De ce dont elle se souvient, elle a entendu quelqu'un lui dire « meurs » et qu'il a insulté derrière. Donc, de ce qu'elle dit, il y aurait eu plusieurs personnes déjà. Après, Janet s'est évanouie suite au coup qu'elle recevait. Elle a repris ses esprits un peu plus tard et elle entendait un bruit bizarre. C'était sa propre respiration qu'elle entendait là. Quand elle s'est réveillée, les attaquants étaient partis, donc elle a voulu se précipiter vers le téléphone, mais c'est là qu'elle s'est rendue compte que le téléphone ne marchait pas. Et donc, elle est partie ensuite en courant vers la maison des voisins et la suite, on la connaît. Elle a dit qu'elle n'avait pas vu le visage de ceux qui lui ont fait du mal, qu'elle ne sait pas qui pourrait lui en vouloir à elle ou à l'homme qu'elle aimait. Pour avoir plus de détails, on a montré une photo de la scène à Janet, de la chambre, et elle a dit que là où elle plaçait ses bagues, il y en a 2 qui manquaient. Une qui avait été offerte par Henry et une autre qui avait été offerte par le premier mari de Janet qui était décédé. Car quand Henry et Janet se sont rencontrés, elle était veuve. Autre détail très sordide, les attaquants s'en sont pris au chien du couple. Ils l'ont rouillé du cou et l'ont presque tué. Heureusement, le chien s'en est sorti. La police a donc de nouvelles pistes à explorer. Essayer peut-être de retrouver les bagues disparues pour faire le lien avec les personnes responsables de l'attaque. Ils se renseignent donc auprès des prêteurs sur gage afin de voir si certains n'ont pas reçu les fameux bijoux, mais malheureusement ça ne donne rien. C'est encore une fois un coup du hasard qui va permettre de faire avancer les choses. Le 5 janvier 1998, la police intervient au domicile de personnes, John Whiteley et Leila Hodge, pour une simple histoire de dispute conjugale. Et quand je vous dis que c'est vraiment un hasard, c'est que c'en est réellement un ici. Alors que la police séparait le couple, John a crié sur Leila en la menaçant, disant qu'il allait la dénoncer d'avoir volé les fameux bijoux qui avaient disparu. Et ce qui justement est fou par rapport à tout cela, c'est que la disparition des fameux bijoux était une information privée. C'est-à-dire que dans la presse, dans les différents médias, à aucun moment pour l'instant, on avait dit que des bijoux sur la scène de crime manquaient. Donc si ces personnes étaient au courant, c'est qu'ils étaient d'une certaine manière impliqués dans l'attaque de Henry et Janet. La police fait donc le lien et ils décident de s'intéresser un petit peu à John et Leila. Ces 2 nouvelles personnes qui arrivent dans l'histoire. Déjà, ils se rendent compte que ce n'est pas la première fois qu'ils sont amenés à intervenir par rapport à des disputes conjugales. John a déjà essayé d'étrangler sa compagne Leila. On a déjà peut-être un petit point de similitude par rapport à l'attaque de Henry. Mais autre chose qui là relie directement ces nouvelles personnes à Janet et Henry, c'est que Leila Hodge avait un nom de famille différent. Son nom de jeune fille était Scott. C'était en fait la fille du premier mari de Janet. Et donc, par le passé, elle avait déjà vécu dans la maison qu'occupaient Janet et Henry. Janet avait hérité de la maison au décès de son mari, et Henry, rappelez-vous, l'avait rejoint. Mais avant toute cette histoire, Leila, elle n'était pas la fille de Janet, avait déjà vécu avec son père, le mari décédé de Janet, dans cette fameuse maison, donc elle la connaissait. On parle donc de nouveau à Janet, et elle dit que Leila était âgée d'environ 30 ans quand elle l'avait rencontré pour la première fois. C'était quelqu'un qui apparemment avait toujours été très compliqué. D'ailleurs, elle n'était pas forcément très proche de feu son père, et bien que pour Janet, elle a toujours eu une relation amicale avec Leila, Leila, elle, ne s'est jamais vraiment remise du fait que son père se soit remise avec quelqu'un d'autre. Quand la seule personne qui les unissait, donc l'ancien mari de Janet, est décédé, Janet et Leila ont gardé quelques liens, mais rapidement ça s'est dissipé. La police a donc là une idée plutôt claire en tête de qui sont les responsables de l'attaque de Henry et Janet. Donc ils décident de surveiller John Whiteley et Leila Hodge. À un moment donné, le couple est allé dans un restaurant et John a laissé une cigarette derrière lui. La police s'est empressée de la récupérer et bingo, c'était bien la même cigarette que celle qui avait été laissée sur la propriété. Donc là, John Whiteley est arrêté. Leila
elle, est interrogée et elle demande immédiatement à avoir à ses côtés un avocat alors qu'on ne l'a pas, elle par contre, arrêtée pour quoi que ce soit encore. Pendant l'interrogatoire de John, on lui a dit que Leila racontait absolument tout et John a cru les enquêteurs. Donc, il a dit qu'il était prêt à tout avouer s'il avait une sorte d'accord avec le procureur pour alléger sa peine. Il a dit que lui était bien là la nuit de l'attaque, mais que tout était de la faute de Leila. En gros, Leila voulait la maison pour elle, et elle n'acceptait pas le fait que Henry rejoigne Janet dans le domicile qui, autrefois, appartenait à son père. Leila a convaincu John de la suivre dans sa macabre idée en lui expliquant que son père avait écrit dans le testament que la maison revenait à Janet, mais que si elle trouvait un autre homme, alors la maison serait cédée finalement à Leila. Et sachant que Janet sait bien retrouver un homme, pour Leila, cela voulait dire que la maison devait lui revenir. Donc après, on a interrogé Leila et on lui a dit que John avait tout avoué. Et Leila a eu un peu le même comportement que John, c'est-à-dire qu'elle a demandé un accord avec le procureur et elle par contre a dit que l'idée de cette attaque c'était l'idée de John et que quoi qu'il en soit, c'était John qui avait étranglé Henry. Elle a également mentionné le fait que John avait porté des gants en latex et qu'il avait coupé le téléphone avec une pince. John et Leila, en avouant des choses détaillées, en mentionnant des choses très précises qui n'avaient pas été divulguées par la presse, se condamnent eux-mêmes. Ils témoignent eux-mêmes de leur propre culpabilité, donc ils sont finalement accusés pour ce qu'ils ont réalisé. Ils ont été condamnés à 20 ans de prison, mais ils ont été libérés 5 ans plus tôt pour bonne conduite. Alors ce que je vais dire là, ce n'est que mon avis personnel, je ne remets pas en cause forcément le travail de la justice, etc. Mais personnellement, j'ai du mal à comprendre comment on peut relâcher 5 ans plus tôt des personnes pour bonne conduite quand on sait le crime atroce qui a été réalisé. J'ai du mal à concevoir ce truc-là. Peut-être que vous, dans les commentaires, vous pourrez m'aiguiller et me faire comprendre les choses, mais quand on sait, au vu de l'histoire, que l'acte a été prémédité, donc là, on ne parle pas de ce que j'ai vu dans l'histoire, de ce que j'ai compris, d'une mort réalisée de manière accidentelle, je comprends pas comment on peut faire sortir ce genre de personnes. Après, je le redis encore, ce n'est que mon avis personnel. Voici Elizabeth Barraza, une femme qui vivait avec son mari Sergio au Texas, qui partageait une passion commune, une passion pour la pop culture, plus précisément les univers de Star Wars et Harry Potter. Elizabeth était décrite comme quelqu'un de très joyeuse, qui avait toujours le sourire aux lèvres et qui avait d'ailleurs la joie contagieuse. Le 25 janvier 2019, un voisin d'Elizabeth appelle le 911. Il est un peu avant 7 heures et elle appelle les services de secours parce qu'elle dit avoir entendu des coups de feu venir du domicile d'Elizabeth. La police est rendue sur place, sur le champ, et ils ont retrouvé une Elizabeth presque sans vie dans son allée. Elle avait été abattue, non pas à son domicile mais devant. Et à ce moment-là, elle n'était âgée que de 29 ans. Tout de suite, Elizabeth a été emmenée à l'hôpital, mais malheureusement, c'est le lendemain qu'elle a perdu la vie suite à ses blessures qui étaient bien trop graves. Elle avait reçu au total 4 balles, dans le haut du torse, dans le cou et dans la tête. Ce jour-là, Elizabeth avait pris un jour de congé et son mari, lui, était parti avant 7 heures, vers 6h47, pour aller au travail. Donc, ce que la police comprend, c'est que l'attaque d'Elizabeth est survenue presque 10 minutes à peine après le départ de Sergio. J'ose pas imaginer ce qu'a pu se dire le mari d'Elizabeth, Sergio, par rapport à cette information. Je pense qu'il a dû ruminer énormément et se dire que s'il était resté peut-être 5 minutes de plus, il aurait pu empêcher ce qui est arrivé à sa femme. Mais qu'est-ce qui est arrivé et pourquoi? Ça, on ne le sait pas encore. Il n'y a que très peu de preuves sur la scène de crime. Des douilles ont été récupérées assez loin de là où a été retrouvé le corps d'Elizabeth. Des douilles qui semblent appartenir à un revolver, mais c'est tout. Donc Sergio est interrogé et il déclare à la police qu'il sentait que quelque chose n'allait pas. D'ailleurs, il a quelque chose qui pourrait aider les enquêteurs. Il avait installé sur sa porte d'entrée, vous savez, les fameuses ring bells, les caméras sonnettes. Et sur l'enregistrement, on ne voit pas Elizabeth, mais on l'entend dire bonjour à quelqu'un. Après, on l'entend crier et on entend les coups de feu. Au moment des faits, rappelez-vous, Elizabeth avait pris un jour de congé. Elle avait en fait organisé un vide-grenier, c'est pour ça qu'elle était levée aussitôt pour préparer le vide-grenier parce qu'elle souhaitait récolter de l'argent afin de partir en voyage avec Sergio pour leur anniversaire. Sergio, lui, avait été appelé pour travailler un peu plus tôt. Ses collègues ont confirmé l'information, donc Sergio est rapidement écarté de la liste des suspects. Avec toutes ces informations, la police comprend que
le tueur d'Elisabeth devait probablement surveiller la maison. Il a dû attendre que Sergio s'en aille pour qu'Elisabeth soit seule et s'en prendre à elle. Les enquêteurs ont fait un peu le tour du pâté de maison, du voisinage, ils ont interrogé des voisins. Certains ont dit avoir entendu certes des coups de feu mais n'avoir rien vu. Et il y a une chose qui aurait pu aider les enquêteurs. La police se rend compte effectivement qu'il y a une caméra de surveillance qui a été accrochée à une des maisons qui pointe directement sur la maison d'Elisabeth. Donc peut-être que sur l'enregistrement de cette caméra, on pourra avoir plus d'informations. Effectivement, sur l'enregistrement, on voit à 6h52 précisément qu'un camion noir s'est arrêté devant le domicile d'Elisabeth. Il a dépassé la maison et il a fait demi-tour et il s'est garé quelques instants devant. On voit un homme sortir du camion, un homme qui porte une sorte de perruque, aller dans l'allée, parler avec Elisabeth et au bout d'un certain temps, très peu de temps, il a sorti une arme à feu et a tiré sur Elisabeth. Il lui a tiré dessus 3 fois à bout portant et 1 fois quand elle était au sol. L'individu physiquement était difficilement reconnaissable, il avait une perruque, un peignoir, des bottes, donc impossible de dire si cette personne est un homme ou une femme. Après cela, la personne est rentrée dans le camion. Le véhicule est repassé devant le domicile d'Elisabeth comme si la personne souhaitait s'assurer que la victime était bien décédée. Et après cela, le véhicule a quitté le champ de la caméra. Malheureusement, la qualité de l'enregistrement ne permettait pas d'identifier une plaque d'immatriculation. Pour avoir plus d'informations, peut-être essayer de comprendre ce qui s'est passé, on propose à Sergio et aux parents de Lise de regarder la vidéo où on la voit se faire abattre. Malheureusement, ça n'a rien donné. Personne n'a reconnu qui que ce soit. Les policiers ont donc essayé de se renseigner par rapport au véhicule qui est présent sur la vidéo, mais encore une fois, ça ne donne rien. Il y a énormément de personnes dans la région qui possèdent ce type de véhicule. Donc, nouvel axe pour l'enquête, essayer de voir qui aurait pu bénéficier de la mort d'Elisabeth. On décide donc de fouiller, voir s'il y a peut-être des assurances vie au nom de Lise qui pourraient profiter à quelqu'un, et effectivement il y en a bien une d'un montant de 500 000 $ qui pourrait bénéficier en cas de décès à Sergio. Donc on se dit que peut-être Sergio n'est pas l'auteur du crime, mais qu'il aurait engagé quelqu'un pour le réaliser et ensuite toucher l'argent. Pourquoi on pense ça? Parce que Sergio semblait un peu sans émotion quand on lui a annoncé la mort de celle qu'il aimait. Quand on a conduit Lise à l'hôpital, il n'est pas allé la rejoindre directement, il a d'abord donné des interviews. Donc c'est ça qui met un peu le doute dans la tête des enquêteurs. C'est une idée, mais c'est pas la théorie principale de la police. La police se dit que peut-être il y avait des problèmes au travail de Lise, donc on fouille de ce côté-là. Encore une fois, rien du tout. On se dit que peut-être le problème vient d'un autre aspect de la vie d'Elisabeth. Et rappelez-vous, elle était passionnée avec Sergio de l'univers de Star Wars et d'Harry Potter, et elle faisait partie d'un groupe de personnes qui étaient passionnées par l'univers de Star Wars. Ils avaient l'habitude de réaliser des cosplays, et par exemple dans ce lot de cosplay il y avait le cosplay de personnages qu'on appelle dans l'univers de Star Wars des Stormtroopers. Ce sont les fameux soldats blancs iconiques. Et justement la police, en voyant des photos de ces cosplays, se disent que les bottes des fameux Stormtroopers ressemblent aux bottes portées par la personne sur la caméra. Donc ils se disent que peut-être c'est quelqu'un de ce groupe-là. Mais Sergio a dit qu'il n'y avait aucun conflit entre les différents membres, parfois quelques querelles, mais rien de grave qui pourrait justifier le moindre meurtre. La police fouille encore, ils regardent plusieurs fois la fameuse vidéo où on voit le tueur ou la tueuse, et pour eux quelque chose ressort de cet enregistrement. Il semblerait que la personne qui abatte Elisabeth soit quelqu'un de professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui est habitué à réaliser ce genre de choses, peut-être un tueur à gages, parce que cette personne a fait attention à ne pas être visible sur la caméra présente au domicile d'Elisabeth. Il n'a pas dû voir l'autre caméra, mais il a été très méticuleux. Pas de preuves laissées sur la scène de crime en elle-même, visage et toute particularité physique dissimulée avec un déguisement, le fameux peignoir, la perruque, les bottes. Donc pour eux, peut-être que c'est quelqu'un qui a été engagé. Et ce qui semble aussi ressortir dans la vidéo, c'est que, sachant que le véhicule passe plusieurs fois devant l'allée d'Elisabeth, la dernière fois il s'arrête, la police pense qu'en fait à ce moment-là, le tueur ou la tueuse a contacté quelqu'un pour dire, en gros, c'est fait. Le téléphone de Sergio a donc été fouillé, mais il n'a reçu aucun appel à ce moment-là. Donc la police avait cette supposition que peut-être Sergio avait engagé un tueur pour assassiner Elisabeth et ensuite bénéficier de l'assurance vie, mais finalement il semblerait que cette théorie-là ne soit pas, en tout cas avec les preuves qu'il y a ici, la plus plausible. Sergio, lui, a sa propre théorie. Il explique à la police qu'il avait des problèmes avec son père. Effectivement, son père avait des problèmes financiers, il avait eu des relations adultères, et Elisabeth était profondément choquée par
ce genre de comportement. Sergio, lui, travaillait dans l'entreprise de son père et la paye de Sergio, qui se faisait par chèque, n'avait pas pu lui être versée. Quand il a voulu encaisser le chèque, le paiement avait été refusé et Elisabeth, elle, était assez attristée du fait que Sergio, qui travaillait, payait les pots cassés de son père, qui préférait dépenser son argent pour ses diverses relations ici et là plutôt que d'assurer le salaire de son propre fils. Le père a donc été interrogé, on lui a mis devant les yeux le fait que le chèque avait été refusé et il a dit qu'en fait ce n'était pas parce qu'il dépensait de l'argent pour des relations ici et là, c'est juste qu'en fait il attendait un gros paiement d'un client qui a pris un peu de retard, mais son entreprise, et ça a été montré, n'avait aucun problème financier, il était loin de la banqueroute. On a quand même fouillé sur ses relevés bancaires, ses relevés téléphoniques, mais rien n'a permis de le lier au crime, en quoi que ce soit. Malgré tout cela, Sergio reste quand même quelque peu sceptique vis-à-vis de l'implication de son père, il ne l'innocente pas complètement, mais ce qui semblerait, c'est que Sergio, alors selon la source que j'ai utilisée, semble blâmer pas mal de personnes. Là, je vous ai dit qu'il mettait peut-être la mort de sa femme sur le dos de son père. Il l'a déjà fait aussi sur un des collègues d'Elisabeth. Donc, il change un peu des versions comme ça. Est-ce qu'il cherche à arranger la vérité pour s'en sortir? On ne sait pas trop, mais c'est sûr que c'est assez particulier. Ça peut sembler suspect, mais bien que nous, en ayant l'histoire comme ça nous semble suspect, ça ne veut pas dire qu'il est coupable, parce que aucune preuve ne montre que Sergio est impliqué dans quoi que ce soit. Peut-être que c'est le cas et que ce sera démontré plus tard, peut-être qu'il est complètement innocent et qu'il a juste un comportement très étrange. Il a perdu sa femme. Quand on perd quelqu'un de proche comme ça, je pense qu'on n'a pas forcément les agissements les plus conscients. Et en plus, là, il perd sa femme, non pas dans un accident, mais dans un meurtre. Peut-être qu'il cherche absolument aussi à trouver un coupable pour comprendre pourquoi aussi cette chose est arrivée. Quoi qu'il en soit, 1 an et demi après la mort d'Elisabeth, Sergio, lui, est parti avec une femme nommée Amber. Là, par rapport aux histoires que je vous ai racontées jusqu'à présent dans cette vidéo, vous vous attendez probablement à ce que je vous dise, il y a un coup miracle, on sait ce qui s'est passé, quelqu'un a fait une erreur. Non, pas là. C'est tout ce qu'on sait. La police est toujours ouverte à découvrir qui a commis la mort d'Elisabeth, mais officiellement, on n'en a aucune idée. Il y a d'ailleurs une récompense pour quiconque donnant des informations permettant de résoudre cette affaire, mais à l'heure actuelle, on n'a aucune idée de qui est cet individu sorti du véhicule noir pour mettre fin à la vie d'Elisabeth. Je vous présente Sharon Parker, une femme qui a grandi en Floride, qui avait 2 frères et une sœur, une femme qui adorait sortir, profiter de la vie, aller voir des concerts. Et en 1976, elle est tombée enceinte. Elle n'était âgée que de 19 ans. Elle a accouché de sa fille Heather, enfant qu'elle a eu avec son premier mari qu'elle a épousé à la sortie du lycée. Et ensemble, ils vivaient en Alabama. Au bout de 3 ans de mariage, le couple a divorcé. Sharon est donc partie en Floride, accompagnée de sa fille. Elle a continué sa vie, elle a rencontré de nouveau l'amour. Elle travaillait dans un service de facturation dans un hôpital. Un travail qu'elle appréciait, mais ce qu'elle appréciait encore plus, c'est être maman. En 1983, elle a rencontré un autre homme par l'intermédiaire de sa mère, Gary Parker, dont elle est rapidement tombée amoureuse et avec qui elle s'est mariée. 1 an après le mariage, elle est tombée enceinte d'enfants, de jumeaux, et c'est en 1990 qu'elle a donné naissance à son 4e enfant, une petite fille du nom de Julie. Le 29 mars 1990, 10 jours après la naissance de Julie, la dernière de la famille, Jacob et Joshua, les enfants jumeaux, sont entrés très heureux à la maison. Ils n'avaient qu'une hâte, c'était raconter leur journée d'école à leur maman. Ils sont entrés dans le domicile et ils ont vu leur mère assise sur une chaise. Les 2 enfants se sont dit qu'elle s'était endormie, mais en se rapprochant d'elle, ils ont vu sur le sol une énorme mare de sang. Sharon avait reçu une balle en pleine tête. Tout de suite, les 2 jumeaux sont partis à la recherche de leur petite sœur nouveau-née, mais ils ne l'ont pas trouvée. Ils ont ensuite patienté, ne sachant pas quoi faire, ils n'étaient âgés que de 6 ans, devant le domicile, en attendant que Heather, la plus grande des filles, âgée de 14 ans, ne revienne. Elle, quand elle est arrivée, elle était très surprise de retrouver ses 2 frères devant la maison. Les 2 jumeaux ont expliqué ce qui s'était passé. Heather a jeté un œil dans la maison et elle a assisté au même spectacle que ses frères. Et c'est donc elle qui a téléphoné au 911. Après cela, elle a emmené les 2 jumeaux chez leur babysitter et c'est la babysitter qui a contacté Gary, le mari de Sharon, alors que lui était encore au travail. Les services de secours, donc la police et une ambulance, se sont présentés au domicile de Sharon Parker. Gary, lui, est arrivé également. On lui a demandé de faire un tour de la maison pour voir s'il y avait des choses qui avaient pu changer et il a simplement remarqué une banderole où il y avait marqué « C'est une fille ». Après cela,
il est allé s'occuper de ses enfants. Enfants qui ont découvert quelque chose de complètement atroce. Dans un premier temps, la police pensait que Sharon avait laissé entrer la personne qui a mis fin à ses jours dans la maison. C'est-à-dire qu'elle connaissait cette personne et qu'elle était suffisamment à l'aise avec elle pour la laisser entrer dans son domicile. Sharon, elle, était assise sur une chaise, les jambes repliées sous la chaise, et de ce que les enquêteurs ont pu voir, on lui avait tiré une balle dans la nuque. Le voisinage est interrogé et un voisin affirme avoir vu une voiture suspecte vers 9h45 le matin de la mort de Sharon. Et ce voisin a même réussi à voir qui conduisait le véhicule. C'était une femme. De ce qu'il raconte, le véhicule s'est garé dans l'allée de la maison de Sharon, la femme en est sortie et elle est rentrée dans la maison. C'était une femme avec les cheveux foncés, on a pu faire un portrait robot qui a été diffusé au travers de différents médias. Heather, donc la plus âgée des enfants de Sharon, a été interrogée et elle a dit que une femme, la patronne de Gary, était venue quelques jours avant la mort de Sharon pour rencontrer le bébé. Sharon se serait un petit peu énervée car elle estimait que Gary et cette fameuse patronne passaient un peu trop de temps ensemble. Gary, lui aussi, a été interrogé, le mari, et il a dit qu'il est allé au travail et ensuite dans un bar le jour du meurtre. Aucun problème dans le mariage n'a été trouvé, pas de divorce qui a été annoncé ou quoi que ce soit, le couple s'entendait très bien, pas de problème financier ou quoi que ce soit. Seul truc assez pas étrange mais à noter, c'est que Gary dans son véhicule avait une arme de petit calibre, arme qu'il a remise très facilement à la police. Et d'ailleurs, en analysant la balle présente dans la nuque de Sharon et l'arme de Gary, on s'est rapidement rendu compte que ça ne collait pas. Donc rapidement Gary, après que son alibi ait été confirmé, a été éloigné de la liste des suspects. Sa patronne, car on se dit que peut-être il y avait relation adultère, également a été écartée car son alibi également a pu être vérifié. Donc en soi, le seul élément sur lequel la police peut se pencher, c'est cette fameuse femme qui s'est garée le jour du meurtre dans l'allée des Parker. Et le truc, c'est que rappelez-vous, un portrait robot a été diffusé et beaucoup de personnes ont appelé la police pour dire qu'ils avaient des informations ou qu'ils pensaient savoir qui était la personne sur le portrait robot. Et il y a une informatrice, Peggy Mason, qui elle a donné une information qui a tout de suite frappé la tête des enquêteurs. Et c'est pas nécessairement la mort de Sharon qui l'a interpellé, c'est plutôt le fait qu'en fait il y a un bébé aussi qui a été enlevé dans cette affaire. Julie, la dernière née de Sharon, n'a pas encore été retrouvée. Et cette Peggy Mason a dit que la femme d'un de ses collègues était arrivée avec un bébé. Mais ce qui était très surprenant, c'est que cette femme n'avait jamais l'air enceinte et que ce fameux collègue, Craig, a dit « Je crois que ma femme va accoucher ». Alors que les autres collègues avaient vu cette fameuse femme Betty Ann, eh bien, à aucun moment, elle n'avait de symptômes de femme enceinte ou le physique d'une femme enceinte. Craig lui disait que c'était parce qu'elle avait des problèmes rénaux que ça ne se voyait pas forcément, mais c'était quelque chose de très étrange. Et quand Betty Ann est venue avec ce fameux nouveau bébé, eh bien, elle ne laissait personne vraiment s'en approcher, mais ceux qui ont pu le voir de près ont remarqué qu'elle lui avait rasé le crâne. Et en plus de ça, la description physique de cette Betty Ann correspondait à celle faite par le voisin qui a permis de faire un portrait robot et elle conduisait un véhicule qui correspondait également à la description réalisée par le voisin qui l'avait vu passer dans l'allée de Sharon Parker. Mais qui était cette fameuse Betty Ann? C'était une femme qui n'avait pas eu une vie facile. Son premier mari était un homme violent et d'ailleurs ses premiers enfants ont été placés en famille d'accueil. Après cela, elle a rencontré Craig Kirk, elle s'est mariée avec lui et le couple a eu des difficultés financières. Donc pour pallier ce problème financier, Betty a voulu faire des fraudes avec des chèques. C'est ça qui a fait qu'elle a été connue des services de police pour fraude. Et ceux qui connaissaient Betty savaient qu'elle avait profondément envie d'avoir un nouvel enfant. Elle adorait les enfants, elle se portait toujours volontaire pour faire des activités avec eux. Elle se portait volontaire pour diriger des groupes de scouts, pour faire le clown à des fêtes d'anniversaire. Et donc quand elle a présenté son fameux nouveau bébé, elle a dit que c'était un bébé du nom de Laura qui était né le 29 mars 1990, date à laquelle Sharon Parker a été assassinée. La police, après avoir appris ces informations, a voulu interroger Craig à son lieu de travail, mais il n'y était pas. Donc, plutôt que d'interroger Craig, la police a interrogé d'autres collègues et leur version était la même que la fameuse informatrice. Tous disaient que Betty Ann était arrivée avec un bébé un peu sorti de nulle part, comme ça. Donc la police décide de se rendre directement au domicile des deux personnes. En arrivant au domicile de Craig et Betty, déjà la police se rend compte que leur logement est en piteux état. Craig est à l'intérieur, il est complètement défoncé, il ne peut répondre qu'à quelques questions très basiques. Quoi qu'il en soit, il affirme
que sa femme a bien accouché dans un hôpital, sauf que c'était pas vraiment un hôpital, c'était une sorte de centre de santé, et la police savait pertinemment que le centre de santé cité ne s'occupait pas des accouchements, donc déjà ça coince. Heureusement pour la police, Betty Ann était également présente au domicile. Elle sortait de la salle de bain au moment où Craig était interrogé, donc elle a été aussi interrogée par rapport à la naissance de ce fameux bébé mystère. La police a demandé à voir le certificat de naissance, mais comme par hasard, Betty Ann n'a pas réussi à le retrouver. Les policiers ont demandé à voir le bébé, et il était clair pour eux que le bébé n'était pas né à la date prévue. Il avait potentiellement 10 jours en plus, chose qui correspondait étonnamment bien au bébé disparu de Sharon Parker. Quoi qu'il en soit, n'ayant pas vraiment de preuves concrètes, la police laisse tranquille Betty Ann et Craig Kirk à ce moment-là, mais les enquêteurs décident quand même de la surveiller de près. Pendant la surveillance, les policiers se renseignent également sur le fameux accouchement de Betty Ann et ils ne trouvent rien. Absolument rien ne prouve que Betty Ann a effectivement accouché à un quelconque endroit. Et autre fait pendant la surveillance, les policiers remarquent que Betty Ann fait des allers-retours. Beaucoup. Donc à un moment donné, ils décident de l'intercepter à une certaine distance de chez elle et il fouille sa voiture. À l'intérieur, il y a des paniers remplis de vêtements. Il n'y a pas le bébé avec elle. Le bébé avait été laissé avec Craig et donc, sachant que Craig avait tendance à se défoncer, le bébé a été placé aux soins de service de protection de l'enfance. Betty Ann a été conviée au commissariat pour être interrogée. Craig aussi. On a attendu qu'il reprenne conscience. Craig, lui, était persuadé que Betty Ann était bien enceinte. Lui avait un alibi pour le jour du meurtre. Il avait travaillé et donc, lui est éloigné de la liste des suspects, mais du coup on lui pose des questions sur sa femme Betty Ann. On lui demande si elle était en possession d'une arme à feu. Il dit que oui, et un modèle qui pourrait tirer des balles comme celles qui ont été retrouvées dans la nuque de Sharon Parker. On passe donc à l'interrogatoire de Betty Ann, on lui demande si elle connaissait Sharon Parker et elle répond qu'elle l'avait déjà rencontrée dans un centre commercial. Elle serait devenue amie et ils se seraient échangé leur numéro de téléphone quand Betty Ann a dit qu'elle aussi était enceinte, car Sharon, elle, lors de la rencontre, était enceinte de la petite Julie qui a disparu. Betty Ann a été informée de la naissance de la petite Julie dans le journal, et donc, apprenant cette nouvelle, elle a décidé d'aller directement chez Sharon pour la féliciter. Et c'est là que Betty va tout dévoiler. Elle va dire en fait qu'elle était allée voir Sharon et qu'elle avait soif. Donc Sharon lui a donné un petit peu d'argent pour qu'elle aille chercher de quoi boire dans un magasin à côté. Betty y est allée, elle est revenue et en fait elle voulait rendre la monnaie à Sharon, mais au moment de sortir son portefeuille, en gros elle aurait fait une mauvaise manipulation dans son sac et le coup de feu serait parti. Et paniquant face à ce qui s'est passé, Betty Ann en fait s'est précipitée pour aller chercher le bébé et elle est partie avec. Il se trouve qu'en fait, pendant l'été 1989, Betty Ann était bel et bien enceinte, mais elle avait fait une fausse couche. Et elle adorait en fait l'attention qu'elle recevait par rapport au fait d'être enceinte. C'est quelque chose qu'elle avait adoré, et donc elle voulait retrouver cette attention-là en faisant croire qu'elle avait en fait bel et bien accouché. Mais la mort de Sharon Parker, elle, serait, selon ce qu'elle dit, qu'un accident. Sauf que, selon les analyses de la police, il semblerait que l'histoire de Betty Ann ne soit pas forcément très vrai. Betty Ann a été arrêtée et elle a arrêté de parler à la police. La police a fouillé dans le véhicule de Betty Ann et ils ont retrouvé l'arme à feu en question qui a été utilisée. Ils ont retrouvé des vêtements, des objets appartenant aussi à Sharon. La fameuse pancarte, c'est une fille que Gary avait aperçue autour de chez lui, mais également des journaux avec des annonces de naissance. Et parmi toutes ces annonces, il y avait 5 ou 6 noms qui étaient entourés, dont celui de Sharon Parker. La police a interrogé différents noms qui étaient entourés sur les fameux journaux et ils ont parlé de Betty Ann en montrant une photo de la femme, et les différentes personnes dont les noms étaient inscrits ont dit que Betty Ann s'était présentée à elle comme étant une travailleuse de la santé. Donc il est possible en réalité que Betty Ann n'ait pas tué Sharon Parker par accident, mais bien par volonté de lui voler son enfant. Le bébé qu'on a retiré à Betty Ann, celle qu'elle appelait Laura, a été finalement identifié de manière positive comme étant Julie, et elle a été remise au sein de sa vraie famille. Finalement, il y a eu jugement pour Betty Ann. Elle a plaidé non coupable, mais les preuves étant incontestables face à elle, elle a écopé d'une peine à perpétuité. C'est une histoire tragique où le seul côté positif de celle-ci est que l'enfant disparu est finalement retourné auprès des siens. Et voilà les amis,
On en a fini pour ces différentes histoires. Je vous l'ai dit, des histoires tragiques, des histoires absolument folles. Il n'y a pas d'autre mot pour les décrire. J'espère que ces histoires vous ont intéressé. Évidemment, on ne peut avoir que de bonnes pensées pour les proches des victimes. J'espère aussi que pour l'affaire qui n'est pas résolue, qu'on arrivera à la résoudre assez rapidement, qu'on pourra mettre hors d'état de nuire la personne responsable de la mort d'Elisabeth. Quoi qu'il en soit, j'espère que j'ai bien retranscrit ces histoires, que je les ai bien repartagées. Si cette vidéo vous a intéressé, comme d'habitude, je vous invite à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse également mon Instagram si vous souhaitez m'envoyer une histoire qui vous est arrivée, une histoire folle, une histoire mystérieuse, vraiment quelque chose que vous souhaitez partager. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!